Il est le grand artisan de la ceinture de fer, celui à qui nous devons encore aujourd'hui le dessin de nos frontières actuelles. Mesdames et messieurs, je vous présente un grand homme de notre histoire, le maréchal Vauban. Grâce à sa maîtrise de l'art du siège, cet ingénieur a bâti un immense réseau de citadelles fortifiées pour permettre au roi Louis XIV de régner sur un royaume impénétrable. Mais Vauban n'a pas été qu'un génial ingénieur, il a aussi été un courageux soldat, un homme de terrain, simple et proche du peuple, un ami du roi au caractère bien trempé et un homme brillant intéressé par à peu près tout. Certains l'appellent même le Léonard de Vinci français. J'ai pas les noms, mais il y en a qui l'appellent comme ça, je vous jure. Retour sur le parcours détonnant d'un grand nom de l'histoire de France. Sébastien le Preste de Vauban est né le 1er mai 1633 et il est issu d'une famille de la petite noblesse bourguignonne dans le Morvan. Alors moi, le Morvan, je savais pas où c'était, je m'excuse, mais moi quand j'entends Morvan, je pense à Mordor, la terre du milieu, les volcans, l'Auvergne quoi. En fait non, c'est juste en Bourgogne. Et puis ce qui est intéressant ici, c'est issu de la petite noblesse, ce qui montre bien que Vauban, bien que ce soit un noble, on est d'accord, c'est pas un gilet jaune non plus, va se forger un destin par lui-même grâce à son mérite plus qu'à son nom. En 1648 éclate la Fronde et Vauban va être présenté en 1651 au prince de Condé via son oncle maternel. Ainsi, il va se retrouver à participer à 17 ans à peine au siège de Sainte-Ménéhould aux côtés des frondeurs. Et tout de suite, il va se distinguer par son courage et sa bravoure. À titre d'exemple, lors de ce siège, il traverse l'Aisne à la nage, tranquille, sous le feu de l'ennemi, sans que cela lui pose le moindre problème. Et il va même aller en espionnage derrière les lignes ennemies, autant vous dire qu'il se fait remarquer. Un peu plus tard, il est fait prisonnier par les troupes royales, et là, il va montrer qu'en plus d'avoir de la bravoure, il a aussi de l'honneur et du caractère, vu qu'il refuse de descendre de cheval. Mazarin le remarque alors à ce moment-là, il est séduit par ce jeune homme fougueux, plein de répartie et qui a déjà montré ce dont il était capable. Alors il l'engage tout simplement dans les armées du roi. On le retrouve donc, ironie du destin, à participer à nouveau au siège de Sainte-Ménéhould, mais cette fois dans le camp opposé, dans les troupes royales. Et là, il se fait à nouveau remarquer pendant le siège, mais aussi et surtout pendant les travaux de réparation des fortifications. En 1655, il est logiquement ordonné ingénieur ordinaire du roi. À 22 ans seulement, il va participer à la plupart des sièges de ces années-là, en se distinguant toujours pour son courage, car il est blessé plusieurs fois, et d'ailleurs il va être blessé tout au long de sa vie, même à un âge très avancé, parce qu'il s'expose, le Vauban, mais il est aussi remarqué pour ses compétences visionnaires dans la poliocétique. La poliocétique, c'est l'art de mener des sièges, tout simplement. Ça, c'est cadeau, vous pourrez la ressortir pour impressionner vos amis, si vous en avez, ce dont je doute fort. Mais bref, à partir de 1655, donc, l'ascension continue, surtout grâce à son mérite, d'ailleurs, même si, il faut le dire, elle est même plus lente que s'il avait eu un nom plus prestigieux. Le roi, qui est très satisfait de son travail et qui apprécie beaucoup l'homme, qui a déjà un franc-parler détonnant, va lui confier le gouvernement de certaines villes, comme Lille par exemple, en 1688, ou des grades et des postes. Il devient commissaire général des fortifications en 1678, lieutenant général en 88. Il est décoré de la Grande Croix de Saint-Louis en 93. C'est lui d'ailleurs qui contribue à créer cet ordre. Et il va même devenir membre honoraire de l'Académie des sciences en 99. Puis, couronnement de sa carrière, il est fait maréchal de France en 1703. Sur le tard, certes, mais c'est néanmoins le premier ingénieur à être honoré de cette distinction quand même. Je l'ai dit, Vauban apporte avec lui de nombreuses innovations en matière de siège et il va pouvoir les mettre en œuvre à grande échelle lors du siège de Maastricht en 1673 lors de la guerre de Hollande. Maastricht, c'est une place forte
lourdement protégé avec des fortifications très solides et une quadruple ceinture de pierre. Mais ce que les assiégés ne savent pas, c'est que pour cette fois, eh bien, la direction du siège va être confiée à un seul ingénieur pour tout superviser, Vauban. Et Vauban, autant vous le dire, il n'est pas là pour enfiler des perles. Des canons peut-être, hein, enfiler des canons en enfilade. C'était une tentative de blague, hein, excusez-moi. Ce qui va tout changer à ce moment-là, entre autres, hein, ce sont les travaux d'approche, c'est-à-dire les tranchées qu'on creuse, que les assiégeants creusent progressivement pour atteindre les remparts. Avant, on les creusait sans trop se poser de questions, hein, les tranchées droites, quoi. Hein. La ligne droite, après tout, c'est le chemin le plus court entre deux points. Eh bien, Vauban, en s'inspirant des tranchées mises en place par les Turcs sous la direction d'un ingénieur italien lors du siège de Candie, il va faire creuser non pas une, mais deux tranchées et en zigzag. Cette fois, fini les lignes droites. Ah oui, le zigzag, ça permet quand même d'éviter de se faire mitrailler en file indienne comme un bourricot. Et puis, il ajoute aussi des tranchées parallèles concentriques, ce qu'on appelle des parallèles concentriques, c'est-à-dire des tranchées qui relient les tranchées en zigzag entre elles et qui permet de créer des points de fixation, des places d'armes où on peut installer des canons tout en se rapprochant progressivement des remparts. C'est le système Vauban, le système d'attaque en 12 phases qui se met en place et c'est ce qu'on appellera mener un siège à la Vauban, hein, c'est pour vous dire. Et là, je vous fais que vous parler des innovations en matière de tranchées, hein, les plus connues, mais il y en a d'autres. Bon, certes, les zigzags ont été inspirés de cet ingénieur italien lors du siège, mais il n'a pas fait que ça et Vauban les a surtout rationalisés et intégrés dans un système bien plus large. Et immédiatement, les résultats sont là, puisque Maastricht tombe en 13 jours, s'il vous plaît. Le but ultime de Vauban, tout ça, c'est pas de faire le malin, de faire l'intello, c'est de sauver des vies. Je vous l'ai dit, il est très proche de ses soldats, il s'expose lui-même, il connaît les malheurs de la guerre, surtout pour les sapeurs, hein. Alors sa doctrine va être de multiplier les travaux pour préserver le plus de vies possible. Le comte d'Aligny dit à propos de ces tranchées, Vauban les fait d'une manière qu'on est en sûreté, comme si l'on était chez soi. Et Vauban ajoute lui-même, il ne faut tenir pour maxime de ne jamais exposer son monde mal à propos et sans grande raison. C'est simple et efficace. Mais ça n'est pas tout, puisque en plus de révolutionner l'art du siège, Vauban va également mettre en œuvre, à partir de 73, ce qu'on appelle le précaré, la ceinture de fer. En gros, il dit à Louis XIV que ces frontières, c'est n'importe quoi. Ces frontières actuelles, surtout au nord et à l'est, elles sont poreuses, elles sont incohérentes, elles sont difficiles à défendre, et qu'il serait préférable, je cite, qu'il tienne son fait des deux mains. Alors il va mettre en place jusqu'en 1707 un immense chantier visant soit à construire, soit à restaurer, soit à améliorer ou modifier des citadelles fortifiées qui entourent le pays. C'est la fameuse ceinture de fer. Et grâce au traité de Nimègue, les frontières du nord et de l'est vont être redessinées intelligemment grâce à Vauban. Et Vauban va mettre en place son réseau, un réseau magnifique de places fortes sur deux lignes qui se soutiennent l'une l'autre. Au total, il va faire construire à partir de rien, plus de 30 places et il va en réaménager des places existantes, plus de 300. Et là aussi, c'est un chef-d'œuvre. Regardez ça, ça vous est sans doute familier. Les fortifications à la Vauban en étoile, c'est magnifique et parfaitement opérationnel. Remparts enterrés pour se protéger de l'artillerie, glacis, bastions qui se couvrent mutuellement, tirs croisés qui éliminent les angles morts. Franchement, ça claque en plus d'être beau. Ces apports dans le domaine des sièges et dans le domaine aussi de défendre les villes, hein, les deux, ils vont tellement marquer ses contemporains que ça va devenir un dicton. Ville assiégée par Vauban, ville prise. Ville défendue par Vauban, ville imprenable. Et ça va surtout permettre à la France de rendre ses frontières inviolables durant tout le règne de Louis XIV et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est pour vous dire. Et en plus de nous donner pour longtemps et jusqu'à aujourd'hui le dessin de nos frontières nationales. Avant de terminer, quelques mots sur la personnalité de Vauban. C'est un autodidacte au fort caractère avec un franc-parler sans égal, même à la cour, même devant le roi. Tiens, voyez plutôt cette citation. En 1671, il dit à Louvois « Je ne crains ni le roi, ni vous, ni tout le genre humain ensemble ». Franchement, quand on dit ça, surtout sous Louis XIV, on a plié le game, quoi. Il est proche du soldat, de ses préoccupations, on l'a vu, il est aussi proche du peuple, car le peuple, il le connaît, il le côtoie lors de ses innombrables traversées du royaume pour inspecter les places. C'est ainsi qu'il va s'émouvoir de la misère et il va rédiger des mémoires à ce sujet pour améliorer le sort des paysans. Il va aussi s'émouvoir du sort des protestants,
après la révocation de l'édit de Nantes et va même aller jusqu'à contester la décision du roi. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les gens, les petites gens. L'aboutissement de tout ça, ça va être la publication d'un ouvrage, la Dîme royale, en 1707, où il propose de réorganiser, de révolutionner complètement le système de l'impôt. En gros, créer un impôt unique sur tous les revenus, sans exemption pour les ordres privilégiés, et un impôt progressif de 5 à 10% selon les revenus. Le tout pour soulager la misère et pour rationaliser les revenus de l'État. Bon, ça va être un tollé total parmi la noblesse, vous vous en doutez bien, et le roi, bien qu'il apprécie Vauban personnellement, il va devoir le faire interdire, et ainsi, la dîme royale circulera sous le manteau, comme on dit. Mais avec ça, on voit le souci qu'avait Vauban de la misère humaine, et surtout qu'il était vraiment touche à tout. Il a même écrit sur la reproduction des cochons. C'est pour vous dire, c'était vraiment quelqu'un qui s'intéressait à plein de sujets. Pour moi, Vauban, c'est un génie, un ingénieur de génie, un autodidacte de génie qui touche à tout, polyvalent, et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a du Bonaparte en lui. Oui, je n'hésite pas à le dire. À une autre époque, à mon avis, Vauban, il aurait fini bien plus haut que maréchal de France, soyez-en sûrs. Dernière anecdote qui résume bien le personnage, je vous l'ai dit, il est issu de la petite noblesse et il s'est fait un peu tout seul, c'est indéniable. Alors, pour permettre à d'autres que lui de monter, parce qu'il n'est pas égoïste, eh bien il va convaincre le roi en 1693 de créer l'ordre de Saint-Louis afin de récompenser les personnes non plus selon leur naissance, mais selon leur talent et leur mérite. Vauban a eu une vie à son image, un destin exceptionnel pour un homme du grand siècle, et la France lui doit beaucoup. Il meurt le 30 mars 1707 à Paris, apprécié de tous malgré les polémiques des dernières années qui fait que la monarchie ne lui rend pas officiellement hommage en grande pompe. Il est d'abord inhumé à Bazoches, où il avait acheté un château, mais des décennies plus tard, c'est Napoléon, comme on se retrouve, qui, après les profanations des abrutis de la Révolution, fait transférer son cœur aux Invalides, en face de Turenne, sous le dôme des Invalides, et donc désormais à côté du patron. Je termine par une citation qui est de lui, et qui le résume bien. « La fortune m'a fait naître le plus pauvre gentilhomme de France, mais en récompense, elle m'a honoré d'un cœur sincère, si exempt de toutes sortes de friponneries qu'il n'en peut même pas soutenir l'imagination sans horreur. » En résumé, Vauban, c'est ce qu'on pourrait appeler un bon gars, un homme de génie et indéniablement un grand nom, une grande figure de l'histoire de France.